Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux où on affronte des monstres uniquement pour les vaincre. Et puis il y a ceux qui ont une approche totalement différente. Des jeux qui nous demandent de prendre le temps d'observer, de comprendre ce que l'on a en face de nous, et qui transforment un affrontement en véritable expédition. Et Leviathan Wilds fait clairement partie de cette catégorie. Dans cet univers, les Léviathans étaient autrefois des créatures paisibles. Mais des cristaux d'entrave les ont rendus peu à peu incontrôlables, jusqu'à pousser ces géants à ravager le monde. Après des générations à survivre dans l'ombre, l'humanité a finalement découvert qu'il était possible de les sauver. Et c'est là que vous entrez en scène. Vous incarnez des grimpeurs, des spécialistes capables d'escalader ces colosses pour leur retirer les cristaux d'entrave qui les emprisonnent et tenter de leur rendre leur sérénité. Et dès les premières minutes, j'ai trouvé que cela changeait complètement l'ambiance de la partie. On n'a jamais vraiment l'impression de combattre un monstre comme dans beaucoup de jeux coopératifs. Au contraire, on a plutôt l'impression de partir en mission de sauvetage. L'objectif n'est pas de terrasser la créature, mais d'arriver aux endroits les plus dangereux de son corps afin de lui retirer ce qu'il a fait souffrir. Rien que cette idée donne une identité très particulière au jeu. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point les mécaniques soutiennent le thème. Très rapidement, on oublie qu'on déplace un meeple sur une carte. On commence réellement à réfléchir comme un grimpeur. Où trouver la meilleure prise? Est-ce que je grimpe encore un peu? Est-ce que je saute par-dessus le vide? Toutes ces questions reviennent constamment et donnent une vraie sensation de progression sur cette créature vivante. Et autour de la table, cette escalade crée un rythme assez unique, je trouve. On avance tous vers le même objectif, mais on suit tous un itinéraire différent. Pendant qu'un joueur s'occupe d'un groupe de cristaux, un autre travaille sur un autre itinéraire, tandis qu'un troisième garde une compétence à réserve pour vous aider au meilleur moment. Finalement, chacun joue son propre personnage, mais on réfléchit toujours en équipe. Les discussions sont permanentes et c'est ce qui fait vivre la coopération. Il faut aussi faire avec le Léviathan lui-même. Ses attaques sont annoncées avant d'être résolues. On sait donc qu'un danger approche, on connaît les zones qui seront touchées. Et toute la table commence à discuter. Est-ce que je reste une action de plus pour terminer ce cristal? Est-ce qu'on abandonne cette position avant qu'il ne soit trop tard? Cette anticipation apporte une tension très différente de beaucoup de jeux coopératifs. On ne subit pas simplement les événements, on essaie de les anticiper. J'ai également beaucoup apprécié la manière dont le deck de cartes est utilisé. Bien sûr, elle va servir à réaliser vos propres actions, à déclencher des compétences, mais il représente également votre prise sur le Léviathan. Plus votre deck se vide, plus l'équilibre est dangereux, plus vous risquez de chuter. C'est une idée très simple, mais qui fonctionne remarquablement bien. Ce que j'apprécie aussi, c'est que le jeu vous laisse une vraie liberté. Une chute n'est pas forcément un échec, cela peut être également synonyme d'opportunité. Et le jeu est étonnamment riche. Chaque personnage a son propre style, auquel on va associer une classe. Chaque Léviathan a sa propre map, ses règles particulières. Certains scénarios ajoutent de nouveaux éléments de terrain, des jetons spécifiques ou encore des objectifs différents. On ne retrouve donc jamais la même expédition d'une partie à l'autre. Et cette variété donne envie de découvrir les créatures suivantes et d'essayer de nouvelles combinaisons. On est sur un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, imaginé par Justin Payne et illustré par Samuel Ercinota. Le jeu est édité par Mooncrab Games, il sera bientôt disponible en français. Et on est sur des parties de 45 à 90 minutes à partir de 10 ans. Si vous aimez les jeux coopératifs où on échange autour de la table, où chaque décision peut faire la différence et où le thème est véritablement soutenu par des mécaniques élégantes, Leviathan Wilds vous propose une aventure qui sort des sentiers battus. On n'y cherche pas seulement à vaincre un boss, on essaie de sauver une créature gigantesque, en prenant chaque risque ensemble, un pas après l'autre jusqu'au sommet. Alors installez le livre des Léviathans au centre de la table, choisissez votre grimpeur, préparez votre équipement et allons découvrir comment se joue Leviathan Wilds. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de commencer, on va prendre le temps de découvrir tout ce qui compose le jeu et de préparer correctement une partie. On verra ensuite, étape par étape, comment se déroule un tour, quelles sont les différentes actions à votre disposition, le fonctionnement des compétences, des chutes, des attaques du Léviathan et toutes les règles importantes à connaître pour jouer sans avoir à revenir au livret. Une fois les bases bien à place, on terminera avec les différents cas particuliers, les conditions de fin de partie, ainsi que le mode solo, avant de conclure cette vidéo par mon avis complet sur Leviathan Wilds, en revenant sur les sensations qu'il procure, son rythme, sa coopération et le type d'expérience qu'il propose réellement autour de la table. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment gravir ces immenses créatures pour leur rendre la liberté. Dans Leviathan Wilds, les immenses Léviathans, autrefois paisibles, ont perdu la raison il y a bien longtemps et ont ravagé le monde. Après des générations passées à survivre dans la peur et à se cacher, l'humanité a finalement découvert qu'il était possible de rendre leur calme à ces créatures. Vous incarnez des grimpeurs prêts à prendre tous les risques pour partir explorer les terres sauvages. Votre mission est de travailler ensemble afin d'escalader ces gigantesques Léviathans et de les guérir. Leviathan Wilds est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, sans rentrer sur des affrontements contre d'immenses créatures. Grâce à un livret de scénario à spirale, vous explorez et escaladerez 17 Léviathans différents. Chacun possédant sa propre carte ainsi que des règles spéciales qui lui sont propres. Tout au long de la partie, vous devrez grimper, sauter et planer pour progresser sur leur corps et accomplir votre objectif. Avant de commencer, prenons un moment pour découvrir les éléments principaux qui composent le jeu. Ici, nous avons les grimpeurs. Les joueurs incarnent une équipe de grimpeurs expérimentés, spécialisés dans le sauvetage du Léviathan devenu incontrôlable. Chaque grimpeur possède un meeple, qui permet de suivre sa position sur la carte, ainsi qu'un deck de cartes unique représentant ses capacités. Ici, les Léviathans.
À chaque partie, vous affrontez l'un des 17 Léviathans disponibles. Le terrain de jeu est directement représenté dans le livre des Léviathans, ouvert au centre de la table. Chaque créature dispose de sa propre carte, ainsi que des règles spéciales qui lui sont propres. Ici, vous retrouvez les cristaux d'entrave. Les Léviathans sont couverts. Ce sont eux qui sont à l'origine de leur maladie et de leur comportement frénétique. La carte, ces cristaux sont représentés à l'aide de dés de 2 couleurs. La valeur, indiquée sur chaque dé, correspond au nombre de cristaux présents dans cet espace. Les cartes menaces, ainsi que les espaces du terrain. Chaque Léviathan possède également son propre paquet de cartes menaces, qui représentent ses attaques, ainsi que différents effets qu'il peut déclencher au cours de la partie. En plus, certains types de cases de la carte possèdent des effets particuliers, selon l'endroit où vous vous trouvez. Elles peuvent très bien faire perdre de la santé ou provoquer une chute. Escalader un Léviathan n'est jamais sans risque. Certains effets du jeu peuvent vous faire tomber. Dans ce cas, votre grimpeur chute vers le bas jusqu'à atteindre un rebord où il s'arrête. Ici, nous avons le deck grimpeur. Lors de la mise en place, chaque joueur construit son deck en mélangeant les cartes d'un personnage avec celles d'une classe de son choix. Ces cartes remplissent plusieurs fonctions au cours de la partie. La première est de donner des points d'action, ou AP. Pendant votre activation, vous jouez une carte pour utiliser sa valeur. Ces points servent notamment à vous déplacer sur la carte, retirer des cristaux, récupérer de la santé ou effectuer d'autres actions. Chaque carte possède également une compétence, qui est représentée dans sa moitié inférieure. Ces compétences offrent des effets variés, comme se déplacer, frapper ou aider les autres grimpeurs. Elles peuvent être jouées depuis votre main à n'importe quel moment, y compris pendant le tour d'un autre joueur. Enfin, votre deck représente aussi votre prise ou grip. C'est le nombre de cartes restant dans votre deck, sans compter celles de votre main, qui correspond à votre capacité à rester accroché au Léviathan. Si votre deck est entièrement vide, vous perdez prise et vous tombez. Ici, ce sont les attributs et le niveau de complexité. Pour vous aider à choisir vos personnages, vos classes et votre Léviathan, plusieurs informations sont indiquées sur les différents éléments du jeu. Vous voyez, vous le retrouvez également ici. Les attributs montrent le type de capacité mise en avant. Ils sont répartis en 3 catégories. La mobilité contient les déplacements. La puissance, qui regroupe les capacités d'attaque et de défense. Le soutien, qui permet d'aider les autres personnages. Et sur les différents éléments, vous retrouvez un indicateur de complexité, qui est représenté par une icône d'engrenage. Cela vous renseigne sur le niveau de règles supplémentaires de composants. Commençons par la mise en place du Léviathan. Commencez par feuilleter le livret et choisissez celui que vous souhaitez affronter. Récupérez ensuite le paquet de cartes, en vous aidant des informations indiquées dans le coin inférieur de sa page. Le Léviathan numéro 1, Sage, est un scénario d'initiation conçu pour apprendre les mécaniques du jeu. Placez ensuite le livre au centre de la table, en orientation horizontale ou verticale, selon la façon dont le nom du Léviathan est imprimé. Placez ensuite les dés, comme ceci, vous voyez, sur les emplacements correspondants. Chaque dé doit être de la couleur indiquée sur la carte et afficher la valeur précisée. Placez ensuite 6 champignons au hasard et placez les faces cachées sur chacun des emplacements correspondants, comme ceci. Replacez les autres jetons dans la boîte. Placez ensuite les marqueurs d'attaque, ainsi que le paquet blessure mélangé et face cachée à proximité de la carte. Placez le plateau menace sous la carte du Léviathan. Placez également sa carte histoire à proximité. Si le scénario contient des cartes scénario, reconnaissables hors texte imprimé sur les 2 faces, placez-les également près de la carte, puis résolvez toutes les instructions portant la mention Setup. Mélangez ensuite les 5 cartes menaces du Léviathan. Distribuez les faces cachées en une rangée sous le plateau menace, avec leur moitié violette orientée vers le haut. Ensuite, vous allez choisir le niveau de difficulté. Décontracté, normal, difficile et expert. Placez le marqueur de menace côté violet sur l'espace correspondant du plateau de menace. Le niveau normal est recommandé pour votre première partie. Si vous jouez en difficile, faites pivoter de 180 degrés la carte menace la plus à gauche afin que sa moitié turquoise soit orientée vers le haut. Si vous jouez en expert, faites de même avec les 2 cartes menaces les plus à gauche. Une fois le Léviathan préparé, chaque joueur va préparer son grimpeur. Choisissez un personnage ainsi qu'une classe. Je vous ai mis ici que vous ayez une idée, il y a vraiment beaucoup de choix. Mettez de côté les 2 cartes de couverture, puis vérifiez que vous possédez bien toutes les cartes actions des 2 ensembles. Elles sont numérotées sur leur bord droit, comme vous le voyez ici. Mélangez ensuite toutes les cartes actions du personnage et de la classe pour former votre deck. Donc j'aurai un deck comme ceci. Chaque joueur prend ensuite son plateau individuel. Ici et là, c'est ce que vous retrouvez là. Car si la carte de votre personnage ou de votre classe comporte des instructions de mise en place, résolvez-les immédiatement. Placez ensuite à proximité ou directement sur votre plateau la carte du personnage, le marqueur de santé représenté par le cube rouge, le marqueur de corruption représenté par le cube bleu, le jeton de concentration, ainsi que donc tous les éléments demandés par votre mise en place. Placez ensuite votre deck à gauche de votre plateau, puis piochez 3 cartes pour votre main de départ. Choisissez au hasard le premier joueur qui commencera la partie, en commençant par ce joueur, puis en poursuivant
Dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur prend le meeple correspondant à son personnage et le place sur n'importe quel espace de la rangée de départ. Si une carte scénario indique une autre mise en place, suivez cette instruction à la place. Lisez l'introduction, puis commencez la partie. Les joueurs jouent chacun leur tour dans le sens aiguille d'une montre. Chaque tour se déroule selon les 4 étapes suivantes. Révéler une carte menace, activer son grimpeur, résoudre la menace, revenir à une main de 3 cartes. Au début de votre tour, vous révélez la carte menace face cachée, la plus à gauche de la rangée. Cette carte indique de quelle manière le Léviathan va tenter de vous attaquer. En revanche, son effet n'est pas appliqué immédiatement. Il ne sera résolu qu'un peu plus tard dans le tour, ce qui laisse au joueur le temps de réagir. Chaque carte menace possède 2 versions, une moitié normale, une moitié enragée. Vous ne résolvez que la moitié orientée vers le haut, en ignorant complètement celle qui est à l'envers. Selon la position actuelle du marqueur de menace, les cartes de la rangée peuvent donc être en version normale ou en version enragée. La plupart des cartes menaces désignent une cible. Il peut s'agir par exemple du grimpeur actif, c'est-à-dire celui dont c'est le tour, ou encore du grimpeur situé le plus haut sur le Léviathan, c'est-à-dire le plus éloigné de la rangée de départ. En cas d'égalité, c'est le joueur actif qui choisit lequel est concerné. Une fois la carte révélée, son effet ne s'applique toujours pas immédiatement. Gardez également à l'esprit que la cible peut changer entre le moment où la carte est révélée et celui où elle est résolue. Par exemple, le grimpeur le plus haut au début du tour ne sera pas forcément encore le plus haut après l'activation du joueur actif. Certaines cartes menaces, comme celle-ci, représentent des attaques et affichent une zone d'effet. Lorsque vous révélez une telle carte, placez immédiatement un marqueur d'attaque autour de la cible indiquée sur le plateau. Par exemple, imaginons que je sois là, que je me fasse attaquer. On place le marqueur comme ceci. Ce marqueur représente le point d'origine de l'attaque. Lorsque la carte sera résolue, tous les grimpeurs situés sur cette case ou sur l'une des cartes mises en évidence par le schéma, donc là, vous voyez, c'est autour, subiront les effets indiqués. Une fois placé, le marqueur d'attaque ne se déplace plus. Les joueurs présents dans la zone disposent donc d'un certain temps pour s'en éloigner avant que l'attaque ne soit résolue. Si on prend l'exemple de cette carte, certaines attaques n'utilisent pas un grimpeur comme point d'origine. À la place, elles peuvent cibler des éléments déjà présents sur la carte, comme des cristaux ou des éléments indiqués par le scénario. Comme ces éléments sont déjà identifiés sur le plateau, aucun marqueur d'attaque n'est utilisé dans ce cas-là. Certaines cartes déclenchent plusieurs attaques en utilisant plusieurs points d'origine ou plusieurs marqueurs d'attaque. Même si votre grimpeur se trouve dans plusieurs zones d'effet qui se chevauchent, vous ne subissez l'effet qu'une seule fois. La carte menace utilise régulièrement des mots-clés comme push ou swift pour résumer certaines règles spécifiques. Après avoir révélé la carte menace, c'est à vous d'agir. Choisissez une carte de votre main et placez-la dans l'emplacement situé en haut de votre plateau joueur. Ici. Vous utilisez cette carte uniquement pour sa valeur de point d'action. C'est-à-dire, je vais un peu bouger au fur et à mesure pour vous montrer des éléments. Imaginons que j'ai cette main, je placerai ma carte comme cela. Vous allez ensuite dépenser ces points d'action pour réaliser différentes actions disponibles. Vous pouvez les enchaîner librement, alterner entre plusieurs actions, répéter la même autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de points d'action ou que vous décidiez de mettre fin à votre activation. Lorsque vous jouez une carte pour ces points d'action, la compétence figurant dans sa moitié inférieure est totalement ignorée. Si votre carte possède un ou plusieurs icônes de protection sous sa valeur, vous bénéficiez des protections correspondantes pendant toute son activation. Ces protections permettent notamment d'ignorer certains effets du terrain ou de la carte. Les points d'action que vous avez dépensés sont perdus. Ils ne peuvent jamais être conservés pour un tour ultérieur. À la fin de votre activation, placez la carte utilisée face visible dans votre pile de défausse. Il peut arriver plus rarement que vous commenciez votre activation sans aucune carte en main. Dans ce cas, vous ne jouez pas de carte, vous générez automatiquement 2 points, mais sans bénéficier d'aucune icône de protection. Une fois votre activation terminée, résolvez la carte révélée. Si cette carte comporte plusieurs effets, appliquez-les toujours de haut en bas puis de gauche à droite. Une fois la menace résolue, vous êtes le seul joueur à pouvoir défausser autant de cartes de votre main que vous le souhaitez. Piochez ensuite jusqu'à avoir 3 cartes en main. Si votre deck s'épuise pendant cette pioche, ne le mélangez pas pour former un nouveau deck. À la place, vous tombez selon les règles de chute. Vous pouvez choisir de ne pas piocher la dernière carte de votre deck. Vous terminez alors votre tour avec moins de 3 cartes en main, mais vous évitez de tomber. La manche se termine lorsque toutes les cartes menaces de la rangée ont été révélées puis résolues. Suivez alors les étapes suivantes. Vous allez préparer une nouvelle rangée de menaces. Vous mélangez les cartes menaces, distribuez-les ensuite face cachée en une nouvelle rangée sous le plateau menace avec leur moitié normale de couleur violette orientée vers le haut. Avancez le marqueur menace d'une case sur sa piste. Ensuite, en commençant par la gauche, retournez un nombre de cartes égal à la valeur actuelle de cette piste afin de les placer en version arrangée. Vous voyez, comme c'est indiqué ici. À partir de ce moment, lorsqu'elle sera révélée puis résolue, seule sa version enragée sera utilisée. Sa version normale sera ignorée. Le joueur suivant, dans le sens aigu d'une montre, commence alors son tour. Il révèle la carte menace face cachée la plus à gauche, active son grimpeur, résout la menace, puis complète sa main jusqu'à 3 avant de passer au joueur suivant. Quelles sont les différentes actions? Pendant votre activation, vous dépensez vos points d'action, ou AP, pour effectuer différentes actions. Vous pouvez les réaliser dans l'ordre de votre choix, tant qu'il vous reste des points d'action. Grimper, un point d'action. Déplacez votre figurine vers une case adjacente
uniquement de façon orthogonale, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Les déplacements en diagonale ne sont pas autorisés. Pour 3 points d'action, vous pouvez sauter, déplacer directement votre meeple vers une case située à 2 cases de distance, en comptant uniquement les déplacements orthogonaux. Comme ceci par exemple. Vous n'entrez que sur la case d'arrivée. Toutes les cases traversées sont ignorées, ce qui vous permet notamment de franchir des espaces vides, d'éviter certains terrains dangereux ou de passer au-dessus d'obstacles. Planer, X points d'action. Déplacez directement votre meeple d'un nombre de cases égal au nombre de points d'action que vous choisissez de dépenser. Par exemple, je pourrais dépenser 1, 2 et 3 points d'action pour planer jusqu'ici. Comptez les déplacements en diagonale et vers le bas. Comme pour un saut, vous n'entrez que sur la case d'arrivée. Frappez, vous retirez des cristaux d'entrave présents sur votre case. Vous retirez un nombre de cristal égal au nombre d'AP que vous choisissez de dépenser, si vous réduisez la valeur du dé correspondant d'autant. Par exemple, en dépensant 3, ici, il passerait à 2. Si la valeur atteint 0, le cristal est entièrement détruit et le dé est retiré. Non, il faudrait que j'en dépense 2 de plus. Si vous frappez un cristal corrompu, représenté par un dé turquoise, vous gagnez immédiatement 1 de corruption. Vous pouvez vous reposer. Pour vous reposer, vous devez vous trouver sur un rebord. Les rebords sont ici. Et cela coûte 2 points d'action. Vous prenez toutes les cartes de votre pile de dés fausses et vous les replacez sous votre deck. La carte utilisée pour générer actuellement vos points d'action n'est pas mélangée. Vous pouvez vous soigner pour 1 point d'action, vous gagnez 1 point de santé. Contrairement au repos, vous n'avez pas besoin de vous trouver sur un rebord. Certaines actions peuvent être réalisées à tout moment et ne coûtent aucun point d'action. Vous pouvez les utiliser pendant n'importe quelle étape du tour et n'importe quel joueur, y compris le vôtre, entre 2 actions, juste avant la résolution d'une menace, avant de compléter votre main, et ainsi de suite. Si plusieurs effets pouvant être joués à tout moment se déclenchent simultanément, résolvez-les un par un. Vous pouvez, dans les actions à tout moment, utiliser une compétence. Chaque carte de votre deck possède une compétence dans sa moitié inférieure. Lorsque vous jouez une carte pour sa compétence, appliquez immédiatement son effet. Ignorez complètement sa valeur de point d'action, ainsi que ses éventuelles icônes de protection. Une fois son effet résolu, placez cette carte face visible dans votre défausse. Par défaut, les compétences n'affectent que votre propre grimpeur. En revanche, si une compétence précise qu'elle peut être utilisée par n'importe quel grimpeur, vous choisissez librement si vous en faites bénéficier votre personnage ou un autre grimpeur. Chaque personnage possède également une compétence propre, que vous retrouvez ici. Cette capacité est toujours disponible et peut être utilisée tant que toutes ses conditions d'utilisation et son éventuel coût sont respectées. Certaines compétences utilisent directement les mots-clés des actions du jeu, comme grimper ou sauter. Lorsqu'une compétence utilise l'un de ces mots-clés, appliquez simplement les règles normales de cette action. D'autres compétences utilisent des mots-clés spécifiques, qui servent de raccourci pour des règles particulières. Pour tous les mots-clés, vous avez à la fin du livre de règles tout qui est très bien expliqué. Les compétences de saut utilisent parfois un schéma de déplacement. Dans ce cas, vous vous déplacez directement depuis votre case actuelle vers l'une des cases mises en évidence par ce schéma. À tout moment, vous pouvez choisir de lâcher prise. Votre grimpeur commence alors immédiatement à tomber. Chaque carte comporte plusieurs champignons. Chacun associé à un effet de compétence unique. Toutes les interactions avec les champignons sont des actions à tout moment. Vous pouvez effectuer les actions suivantes. Ramassez un champignon. Prenez un champignon présent sur votre case et placez-le face visible près de votre plateau joueur. Comme ceci. Vous pouvez transporter autant de champignons que vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser un champignon, vous le défaussez afin d'appliquer son effet. Les effets propres à chaque type de champignon sont expliqués dans le livret de règles. Vous pouvez donner un champignon. Vous pouvez donner un champignon à un autre grimpeur situé à 3 cases ou moins, en comptant uniquement les déplacements orthogonaux. Il y a un personnage dans le jeu qui interagit avec les champignons de manière supplémentaire. De nombreux effets du jeu vous font perdre de la santé ou gagner de la corruption. Je vous rappelle ici. Ces 2 valeurs représentent la quantité de dommages que votre grimpeur est capable de supporter. Lorsque vous perdez de la santé, déplacez votre marqueur vers la droite d'un nombre de cases égal au montant perdu, comme ceci. Les 2 marqueurs utilisent la même piste. S'ils se retrouvent sur la même case ou se croisent, votre grimpeur est immédiatement vaincu. Lorsque vous gagnez de la corruption, vous déplacez vers la gauche d'un nombre de cases égal au montant que vous gagnez. Gardez à l'esprit qu'il existe de nombreuses façons de récupérer de la santé, mais que réduire la corruption est beaucoup plus rare. Lorsqu'un grimpeur est vaincu, son activation prend fin immédiatement s'il était encore en cours. Placez toutes ses cartes actions dans son pile de défausse, retirez ensuite son meeple ainsi que tous les autres éléments liés à son personnage et à sa classe présents sur le plateau. Ce grimpeur est éliminé du scénario. Lorsqu'un grimpeur est éliminé, les survivants disposent d'une dernière occasion de remporter la partie. Ils doivent terminer le plus rapidement possible de retirer les cristaux d'entrave du Léviathan. Poursuivez normalement le tour en cours, en terminant l'activation si nécessaire, puis en résolvant la menace et en piochant. Ensuite, en poursuivant dans le sens aigu d'une montre, chaque grimpeur a encore en jeu effectué un dernier tour complet en ignorant les grimpeurs éliminés. Une fois ces derniers tours terminés, la partie prend fin et tous les joueurs perdent. Les cartes restantes dans votre deck sont ce qu'on appelle la prise. C'est les cartes de votre deck, mais pas celles de votre main. Lorsqu'en effet vous pouvez perdre la prise, défaussez le nombre indiqué de cartes depuis le dessus de votre deck. Si votre deck est vide, vous tombez. Certains effets vous permettent de récupérer de la prise. Prenez alors le nombre indiqué de cartes au hasard dans votre pile de défausse. Vous pouvez les regarder, puis mélangez-les avant de les replacer sous votre deck. Au cours de votre ascension,
vous rencontrerez différents types de terrains. Entrer sur une case peut déclencher un effet immédiat. Ici, c'est un terrain normal. Il n'y a aucun effet particulier. Ici, ou encore là, c'est un terrain dangereux. Chaque fois que vous entrez sur une de ces cases, vous perdez 1 de santé. Ici, c'est un terrain difficile. Lorsque vous entrez sur une case, vous perdez 1 point de prise en défaussant la carte située au sommet de votre deck. Ici, ce sont les rebords, qui vous permettent de mettre fin à votre chute. Vous devez obligatoirement vous trouver sur un rebord pour effectuer l'action se reposer. Ici, c'est ce qu'on appelle un espace vide. Si vous entrez dans un espace vide, vous commencez à tomber. Les cristaux corrompus sont représentés par des dés turquoises. Chaque fois que vous frappez un cristal corrompu, vous gagnez exactement 1 corruption, quel que soit le nombre de points d'action dépensés ou la distance entre vous et ce cristal. Pendant votre activation, si la carte utilisée pour générer vos points d'action possède des icônes de protection, vous ignorez les effets du terrain correspondants lorsque vous entrez sur ces cases. Ces protections ne s'appliquent qu'aux effets du terrain. Elles ne protègent pas contre les autres effets du jeu comme celles des cartes menaces. Lorsqu'un grimpeur devient concentré, préparez son jeton concentration en le retournant sur sa face visible. Tant que ce jeton est prêt, chaque fois que vous utilisez une compétence, vous pouvez ajouter +1 à une valeur numérique de cette compétence. Après avoir appliqué ce bonus, épuisez le jeton en le retournant sur sa face cachée. La concentration peut être utilisée sur les compétences de vos cartes, sur la compétence de votre personnage ou même sur les effets des champignons. En revanche, elle ne peut jamais modifier les coûts d'une compétence, comme un coup en prison ou en corruption. Certains effets infligent des blessures. Cela est généralement indiqué par +1 blessure. Lorsque cela se produit, piochez une carte du paquet blessure et placez-la près de votre plateau joueur. Chaque blessure applique immédiatement son effet et reste en jeu jusqu'à ce qu'elle soit retirée, selon les indications de la carte. Lorsqu'une blessure est retirée, mélangez-la de nouveau dans le paquet blessure. Plusieurs situations peuvent entraîner une chute. Vous commencez à tomber. Si vous entrez dans un espace vide, vous n'avez plus de prise, vous choisissez d'utiliser l'action lâcher prise. Pendant une chute, déplacez votre meeple d'une case vers le bas à la fois jusqu'à atteindre un rebord. C'est-à-dire que si par exemple, je suis ici, je chuterai jusque là. Pendant ces descentes, vous subissez les effets de terrain sur lesquels vous entrez. Vous pouvez utiliser des actions à tout moment, comme des compétences ou le fait de ramasser un champignon. Vous ne pouvez pas dépenser de points d'action. Lorsque vous tombez, vous pouvez choisir d'ignorer un rebord et continuer votre chute. Sauf si cela vous fait traverser la rangée de départ. Chaque Léviathan peut introduire ses propres règles afin de modifier le déroulement de la partie. Certaines cartes scénario définissent de nouveaux mots-clés de nouvelles actions. Certains Léviathans utilisent des jetons spécifiques. Certains Léviathans utilisent des cartes de superposition directement placées sur leur carte. Cela peut ajouter des règles particulières, modifier le terrain ou encore des déplacements. Une superposition est toujours placée de manière à s'aligner avec les éléments indiqués sur la carte. Tant qu'elle est présente, elle remplace le terrain situé en dessous. Certains scénarios vont utiliser des groupes de cristaux. Il s'agit d'un cristal unique, plus imposant qu'un grimpeur peut frapper depuis plusieurs cases différentes. Plusieurs dés sont utilisés pour représenter sa quantité totale de cristaux. Pour remporter la partie, vous devrez tirer tous les cristaux en groupe, en plus de tous les autres cristaux présents sur la carte. Les règles du scénario vous détaillent tout cela. Vous remportez immédiatement la partie lorsque vous retirez le dernier cristal d'entrave et que vous avez également rempli toutes les conditions éventuelles de victoire indiquées sur la carte scénario. Vous retournez ensuite la carte histoire et lisez la conclusion. Si les cristaux ou des conditions de victoire du scénario restent à accomplir après la phase de dernière chance, la partie est perdue. Si vous rencontrez des difficultés sur un scénario, le jeu vous suggère de réduire la difficulté, ou bien d'essayer une autre combinaison de personnages et de classes. Le jeu propose également un mode solo qui vous permet de contrôler 2 grimpeurs avec un seul deck et une seule main carte. Vous préparez la mise en place comme pour une partie en 2 joueurs. En revanche, vous construisez un seul deck en utilisant les cartes de 2 personnages et d'une seule classe. La partie se déroule comme un petit joueur avec les ajustements suivants. Les 2 grimpeurs jouent chacun leur tour en alternance, mais ils partagent le même deck et la même main de cartes. Chaque grimpeur conserve toutefois son propre plateau afin de suivre séparément sa santé, sa corruption, son jeton corruption, son jeton concentration, ses blessures, ainsi que les champignons qu'il transporte. N'importe quelle carte de votre main peut être utilisée par l'un ou l'autre des 2 personnages. En revanche, les cartes personnages, concentration, champignons ramassés et les blessures restent associées au grimpeur correspondant. Lorsque vous effectuez l'action se reposer, vous récupérez 7 points de prise au lieu de replacer toute votre pile. Si votre deck est vide, les 2 grimpeurs tombent dans l'ordre de votre choix. Enfin, la blessure paranoïaque n'a aucun effet en mode solo. Si vous la piochez, défaussez-la immédiatement et piochez une autre blessure à la place. Avant de vous partager mon ressenti sur les Leviathan Wilds, si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le jeu ou de savoir s'il allait vous plaire, vous pouvez soutenir la chaîne en likant la vidéo, en la partageant, en la commentant, et même en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont disponibles, et vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes réseaux. Et maintenant que les règles sont posées, je vais vous donner mon avis sur les Leviathan Wilds et ce que j'en ai pensé après plusieurs parties. Ce qui m'a particulièrement frappé avec les Leviathan Wilds, c'est à quel point les mécaniques arrivent à faire ressentir le thème. Beaucoup de jeux annoncent qu'on grimpe sur une créature gigantesque. Mais ici, on ne se contente pas de déplacer un meeple sur la carte. On a vraiment cette impression d'être accroché à un être vivant, de progresser lentement sur son corps, de choisir ses prises, d'éviter les zones dangereuses et d'essayer de retirer ces cristaux qui le rendent incontrôlable. Le thème n'est pas simplement posé sur les règles, il fait partie intégrante du système. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que le jeu
ne cherche jamais à transformer le combat contre le Léviathan en simple affrontement. C'est pas un affrontement où on va devoir vider une énorme jauge de points de vie. Ici, l'objectif est de sauver la créature, pas de la tuer. Toute la progression tourne autour des cristaux d'entrave, et ce simple changement de perspective apporte une identité très forte au jeu. Très rapidement pendant la partie, on se rend compte que tout est gestion de risque. À chaque tour, il faut choisir comment utiliser ses points d'action, mais aussi réfléchir à ce qu'on garde en main, à ce qu'on joue comme compétence et à quel moment il est pertinent de déclencher certains effets. J'ai trouvé que cette gestion de cartes fonctionne très bien, car elle sert à plusieurs choses. Elle peut servir à être utilisée pour ses points d'action, être utilisée pour sa compétence, ou simplement représenter la prise que vous avez sur Léviathan parce qu'elle fait partie de votre deck. Cette triple utilisation crée des tensions permanentes. Très souvent, je me suis retrouvé à hésiter à garder une carte pour sa compétence, l'utiliser pour ses points d'action, ou la préserver seulement parce que mon deck commençait dangereusement à diminuer. Et c'est probablement une des choses qui m'a le plus marqué. Le deck ne représente pas seulement vos capacités, il représente également votre équilibre. Plus votre deck se vide, plus vous vous rapprochez d'une chute. Ce n'est pas une ressource abstraite, c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement tout au long de la partie. On regarde régulièrement la taille de son deck, et parfois même avant même de regarder sa main, parce qu'on sait qu'une mauvaise gestion peut nous faire tomber au pire moment. Et cette mécanique donne énormément de personnalité au jeu. Le repos devient une vraie décision stratégique plutôt qu'une simple action de recours. Est-ce qu'on prend le temps de récupérer la prise maintenant, au risque de perdre un tour de progression, ou est-ce qu'on continue à pousser un petit peu plus loin avant de se mettre en sécurité? Ce sont des petits dilemmes qui reviennent régulièrement et qui rendent chaque ascension particulièrement unique. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont les attaques du Léviathan sont gérées. Le fait que les cartes menaces soient révélées au début du tour, mais ne se résolvent qu'après l'action du joueur actif, laisse une véritable fenêtre de réaction. On voit le danger arriver, on connaît la zone qui sera touchée, et toute la question devient, est-ce qu'on poursuit malgré le risque, ou est-ce qu'on change complètement notre plan pour éviter l'attaque? Cette anticipation apporte énormément de tension. On n'a jamais vraiment l'impression de subir le hasard. Les informations sont là, visibles sur la table, et les joueurs doivent s'adapter. C'est une approche que j'apprécie particulièrement parce qu'elle récompense la planification plutôt que la chance. Et les compétences qui peuvent être jouées à tout moment renforcent ces dynamiques. Elles permettent aux joueurs d'intervenir pendant le tour des autres, de proposer une aide au bon moment, ou encore de déclencher une combinaison totalement inattendue. On reste donc attentif même lorsque ce n'est pas notre tour. Et cela rend les parties beaucoup plus vivantes, j'ai trouvé. On observe constamment le déplacement des autres grimpeurs, on regarde leurs mains potentielles, on discute des meilleures possibilités avant qu'une attaque se déclenche. Cette coopération fonctionne d'ailleurs très bien parce qu'elle ne repose pas seulement sur le partage d'informations. Les joueurs peuvent réellement se soutenir grâce à leurs compétences, déplacer un partenaire, renforcer une attaque ou lui permettre d'accomplir une action qu'ils n'auraient pas pu réaliser tout seul. On sent rapidement que chacun apporte quelque chose au groupe. Surtout lorsque les classes et les personnages commencent à développer leur propre spécialisation. Le système de création de deck est également une excellente idée. Le fait de pouvoir combiner librement un personnage et une classe offre énormément de possibilités. On imagine facilement vouloir essayer différentes combinaisons pour découvrir de nouveaux styles de jeu. Sans même parler des 17 Léviathans, cette construction modulaire apporte beaucoup de renouvellement. Et justement, les Léviathans participent beaucoup à leur rejouabilité. Chaque scénario possède sa propre map. Ses règles particulières, parfois des jetons spécifiques, ses superpositions de terrain ou encore des objectifs particuliers. On ne se contente pas de refaire le même affrontement avec quelques chiffres modifiés. On change de situation, ce qui renouvelle considérablement les sensations de jeu. J'ai également beaucoup apprécié que le jeu ne se surcharge pas en règle de base. Le cœur du système reste très cohérent. Produire des points d'action, grimper, gérer sa prise, retirer de nouveaux cristaux et survivre aux attaques. Ce sont ensuite les scénarios, les personnages ainsi que leurs classes qui viennent enrichir progressivement l'expérience. C'est typiquement le genre de jeu dont les sensations augmentent au fur et à mesure des parties, parce qu'on comprend les outils mis à notre disposition. J'ai également aimé le fait que les chutes ne soient pas seulement une punition, elles deviennent parfois même un véritable outil de déplacement. Le jeu montre rapidement qu'il est possible d'utiliser volontairement une chute pour atteindre un objectif ou économiser des déplacements. Ce genre de liberté donne vraiment l'impression d'explorer le corps du Léviathan plutôt que de suivre un chemin imposé ou scripté. Visuellement et mécaniquement, tout renforce cette sensation d'escalade. Les déplacements orthogonaux, les sauts, le vol, les rebords ou encore les espaces vides. Toutes ces petites règles donnent du relief au plateau. On ne lit plus simplement une grille de cases, on commence à réfléchir comme un grimpeur qui cherche le meilleur itinéraire. Du côté des interactions, le jeu reste très coopératif. Le jeu crée en permanence des discussions autour de la table. Les décisions importantes sont souvent collectives. Qui va prendre le risque de rester dans une zone dangereuse? Qui va aller chercher ce cristal? Qui conserve une compétence pour protéger un partenaire? Et cette communication permanente participe beaucoup au plaisir du jeu. Concernant le public, le jeu séduira les amateurs de jeux coopératifs exigeants, ceux qui aiment construire des stratégies ensemble et optimiser, les joueurs qui apprécient les boss battles, ou les jeux qui se renouvellent à chaque scénario grâce à des mécaniques intuitives et élégantes. Au final, j'ai trouvé que Léviathan Wilds offrait une expérience originale, élégante dans le milieu des jeux coopératifs. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas seulement l'idée de grimper, mais surtout la manière dont toutes les mécaniques servent cette idée. Entre la gestion de la prise, les déplacements verticaux, les attaques annoncées en avance, les compétences jouées à tout moment, ainsi que les nombreux scénarios, on obtient un jeu qui demande de réfléchir, de communiquer et de prendre des risques en permanence. C'est un jeu qui récompense la coordination et l'anticipation. Plus le groupe apprend à travailler ensemble, plus les parties deviennent satisfaisantes. Pour ma part, cette montée en maîtrise, associée à une très forte cohérence entre le thème et les mécaniques, fait la force de Léviathan Wilds et en fait un jeu vraiment sur lequel vous devez vous pencher. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!